Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de la ronde numéro 9 de l'Open de Lyon. Pour les plus réactifs d'entre vous, vous l'avez vu, la vidéo est sortie dimanche à 18h, mais j'ai décidé de la supprimer et de la refaire tout simplement parce que je me suis mal exprimé dans cette vidéo. Il y a eu des malentendus, je me suis exprimé de manière maladroite, c'est complètement de ma faute, j'en suis désolé. Et mon adversaire, finalement, il a mal pris parce que finalement, j'oublie un petit peu, mes vidéos sont visionnées aussi bien par des personnes lambda que par mes adversaires. Et je me suis super mal exprimé dans cette vidéo, c'était blessant, j'en suis vraiment désolé. C'est pas du tout la vibe que je partageais, c'est pas du tout l'opinion qu'on se fasse de moi quand on joue contre moi, on se dit que je vais me faire clasher sur le YouTube game, c'est pas du tout le but que j'ai. Franchement, c'est pas ce que je recherche. Donc vraiment, je suis désolé, je me suis excusé évidemment auprès du concerné, c'était pas cool. Donc je refais cette vidéo tout simplement parce que c'est normal, je vais pas garder ça sur ma chaîne, aussi bien pour lui que pour moi, parce que c'est pas la vibe que je partageais. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 9 une deuxième fois. On passera bientôt à un autre contenu, un autre tournoi dans les prochains jours. J'espère que vous kifferez. En tout cas, désolé pour cette ronde. On la refait. Donc, ça sera paraîtra peut-être pour ceux qui l'ont déjà vu. Voilà, tant pis, tant pis, tant pis. Et voilà, encore désolé. On part du coup directement pour l'analyse de la ronde numéro 9. C'est parti, let's go. Ciao. Nous sommes ronde numéro 9. Je rencontre. C'est 1713, c'est un jeune. Il doit être aux alentours de 18 ans, je pense. Euh, Quelques minutes en retard, on commence la partie. C'est la dernière ronde, elle a pas mal d'enjeux. Le plus faible du tournoi, si je me trompe pas. Normalement, c'était 1800 minimum. Il s'avère qu'il y a pas mal de 1700 qui sont dans le lot, sûrement parce que c'est des jeunes, hein, évidemment. Et donc, il y a pas mal de pression, parce que si je perds cette partie, je suis en négatif en termes de points et lot gagnés. Donc, je tiens absolument à la gagner. Il y a pas mal d'enjeux, j'ai pas mal de stress. Donc, si je la gagne, le tournoi est réussi, ça me fait plus 25 points, on va dire plus 25-26 points. Si je la perds, par contre, évidemment, je perds des points dans ce tournoi, ce qui serait absolument, franchement, terrible. Donc, je me retrouve à moins 5-6 points, ce qui n'aide pas forcément à mon évolution et à ce projet de 2000 feed. Et joue E4. J'ai pas trop d'idées de ce que joue mon adversaire, donc j'y vais un petit peu au talent, si je puis dire. Il s'avère que c'est un ami d'un des adversaires que j'avais donc pu rencontrer, Armen, lors de la 4 ou 5e ronde, je sais même plus. J'ai dit la même chose lors de l'analyse de dimanche, mais je me souviens plus du tout. Donc je me doute qu'il sait ce que je joue. Je joue au 6, et là, de manière très certaine, il m'envoie C4. Et là, je me dis, bon, ceux qui me regardent un petit peu, ils savent, ils sont au courant que c'est une ouverture que je déteste profondément, mais à force de la détester, j'ai quand même j'ai fini par me préparer dessus. Et en plus, je l'avais préparé contre Armen, le joueur qui m'avait joué finalement une hollandaise avec les blancs, avec un système catalan. Mais il jouait ça un petit peu en blitz de temps en temps, donc j'avais regardé cette variante, et plus précisément la variante qui va me jouer mon adversaire, euh, en voulant être surpris, en voulant me surprendre, et je me retrouve avec une variante que je maîtrise mieux que lui. Je joue des 5, il fait E prend des 5, E prend des 5, C prend des 5, et attention, dans cette variante, on ne récupère pas tout de suite, donc c'est la Steiner variation, pardon, excusez-moi. Heureusement qu'il y a Chesscom pour me rappeler un petit peu les fondamentaux. Et dans cette Steiner, en fait, reprendre le pion D5, c'est une erreur, parce qu'en fait, on perd un temps qui est C3, et si on revient tout simplement D4, les blancs prennent tout simplement du centre, et on a un avantage de dynamisme, un avantage de développement, donc c'est pas très très bon. On préfère tout simplement attendre un petit peu, ce pion il est faible, on va le récupérer, donc je joue F6, cavalier F6 pour récupérer le pion D5. Il joue fou B5 échec, qui est aussi finalement une sous-variante de la Steiner, qui est un petit peu compliquée, un petit peu délicate si on ne connaît pas. Et en l'occurrence, vraiment, c'était la variante que j'avais révisée pour ma rencontre contre le joueur Armen. Et finalement, je connais un peu la variante. Bon, il n'y a rien qui est dangereux finalement, mais il faut connaître un petit peu parce que ça peut être un peu embêtant. Je joue cavalier BD7, on aurait tendance, sans connaître, à jouer fou D7. Mais finalement, on va se rendre compte que c'est un petit peu embêtant. Les blancs peuvent jouer fou C4. Je suis plus sûr, j'avais regardé ça un petit peu. Ils peuvent défendre le pion. Et en fait, ce cavalier, il est un peu chiant à sortir. Vous voyez que le pion D5 fait un gros travail. Et finalement, pour récupérer le pion D5, c'est plus évident. Donc il y a des lignes qu'il faut connaître avec B5. Je crois que je me trompe peut-être. Hein. Donc il dit fou C4. Là, il conseille fou D6 ou fou E7. Je sais que B5 existait, mais c'était quand même un petit peu galère. J'ai décidé d'opter pour une autre variante. Cavalier BD7, l'objectif c'est vraiment de me développer, de faire petit roc, et d'ensuite récupérer le pion avec cavalier B6 pour aller récupérer D5. Mon adversaire il joue Dame E2, et il m'a semblé que c'était une bonne idée sur le coup. Je me dis, ah c'est chiant Dame E2, parce que si je fais fou E7, il va faire D6, et en fait il va m'affaiblir, il va m'obliger à m'affaiblir ma structure de pion.
J'ai pas l'impression d'être moins bien dans cette position. Mais ça m'embête un petit peu, parce que finalement, l'avantage qu'on a dans la Steiner, qui est souvent d'avoir ce pion isolé au centre chez les blancs, bah là on l'a plus. Là on l'a plus, et puis les pièces blanches sont plutôt pas mal. Donc je me dis, c'est pas une mauvaise idée de la part de mon adversaire. Je me dis, si je fais dame e7, ça m'embête d'échanger, j'ai pas envie d'échanger, je pense que lui sera plutôt enclin à échanger. Ça arrange, on se rapproche peut-être des matchs nuls aussi. Bon, je réfléchis un peu comme un bon 1800, mais je préfère jouer fou e7. Je me dis sur D6, c'est prendre D6, je pousserai D5, je me développerai comme je peux, petit roc, tour 8, on essaiera de jouer pour le dynamisme. Étonnamment, sur fou e7, il décide de jouer cavalier C3, et je pense que c'est sa première imprécision dans cette partie, parce que cavalier C3, ça me permet tout simplement de jouer petit roc. Et désormais, D6 n'est plus une menace, finalement. D6, j'ai fou prendre D6, et je suis très content. Et maintenant, j'ai plus aucun souci dans ma position. Je vais pouvoir faire cavalier B6, et ce pion D5 va être indéfendable. Il joue cavalier F3, il se développe, très bien. Je fais cavalier B6 pour attaquer le pion D5, il rock, et je décide de récupérer enfin le pion D5. Il joue D4, et cette fois-ci un petit peu le coup phare, je dirais pas le coup phare, mais un peu le coup qui va clouer finalement la position, c'est C6. Donc c'est un coup qu'on retrouve beaucoup dans la Steiner, je répète la Steiner, comme ça vous retiendrez le nom, c'est plutôt cool. Et c'est une position, c'est une structure qui est très solide. J'ai regardé quelques parties sur cette variante à l'occasion de ma partie contre Armen. Et je m'étais bien rendu compte qu'une fois dans cette variante, une fois dans cette structure, j'étais vraiment très à l'aise. Mon adversaire, il joue fou D3. Il y avait pas mal de possibilités. Vous pouvez aussi fou A4 pour revenir par C2. Fou D3, je pense que c'est très bien. Je décide de jouer H6 maintenant. Donc, deux utilités. C'est un coup un peu prophylactique. J'anticipe les futurs maths du couloir au coup 50. C'est un peu mon côté Hikaru Nakamura, finalement. H6, ça empêche aussi fou G5. Je voulais vraiment jouer, finalement, sur le manque de mobilité de son fou blanc. Je me dis H6, j'aime bien. J'avais aussi fou G4 qui me faisait envie pour venir clouer. Mais je me suis dit, si je lui permets de ramener un fou en G5, et que je l'attaque, il va pouvoir faire fou H4, fou G3, et ensuite il aura un bon fou, il aura une bonne pression sur E5. Et je me dis, j'ai pas l'impression qu'il soit super à l'aise avec cette variante. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, il s'est mis à beaucoup réfléchir à partir du moment où il a vu que je jouais à tempo le cavalier BD7. Et j'ai vu que ça l'avait surpris. Ils avaient mon compte Chesscom, c'est une variante que j'avais jamais jouée auparavant. Donc ça a évidemment surpris mon adversaire que je joue une variante que j'avais jamais jouée, mais que j'avais quand même préparée. Et du coup, je me retrouve avec 15-20 minutes d'avance sur l'ensemble de la partie. J'essaie donc de jouer H6. À partir de là, on est à peu près égalité. Je pense que niveau de l'analyse, on doit être à peu près égal. Peut-être un léger avantage noir. J'aime bien ma position, en vérité. C'est dû au pion D4, évidemment, qui est isolé. Mais je me dis, là, je peux peut-être l'avoir stratégiquement sur des concepts que je maîtrise. Il joue H3 pour m'empêcher de venir en G4. Plutôt smart. Et il décide de jouer fou E6 pour venir blinder, une fois de plus, ma position. J'ai sorti toutes mes pièces mineures. Maintenant, reste plus qu'à activer peut-être ma dame et lier mes deux tours. Il joue fou D2. Il décide aussi de sortir son fou. Peut-être que fou E3 était plus... Je sais pas trop ce qu'il fallait jouer ici. Peut-être qu'il y avait des A3, B4, fou B2. Le problème, c'est que le cavalier, il faut régler le problème du cavalier C3, peut-être échanger avant. Je vous avoue que c'est compliqué comme position. C'est pas évident. J'aime pas du tout les blancs dans cette position, en fait. Je trouve que c'est une structure qui est pas du tout évidente à jouer. Mon adversaire, il joue fou D2. Il laisse donc les deux colonnes semi-ouvertes à sa disposition. Je décide de jouer tour E8 pour créer un vis-à-vis avec la dame. Donc je sors ma tour, je la sors sur une potentielle future colonne ouverte. Et de plus, je crée une menace indirecte. Il joue prend D5, il se décide à échanger. Et là, c'est un peu la question à 10 millions, avec quelle pièce reprendre. Soit je reprends avec le pion, soit le cavalier, le fou ou la dame. Donc c'est quatre options qui sont à analyser évidemment. Prenons la première option, c'est C prend D5. C prend D5, je supprime assez vite cette option parce que tout simplement, mon objectif c'est de jouer sur son pion isolé. Ça détruit mon fou, j'abandonne l'idée. L'autre option, c'est de reprendre avec le fou. Je me dis, c'est une bonne tête de reprendre avec le fou. C'est une bonne tête, mais est-ce que je me laisse quelque chose? Est-ce que mon fou ici va servir à quelque chose? Est-ce qu'il attaque quelque chose? Je me dis, après cavalier 5 de la part de mon adversaire, finalement, ça me coupe un peu ma pression sur D4. Et finalement, ce qui m'empêchait, si on pense prophylaxie, il faut penser au fait, j'ai pas envie qu'il vienne avec son cavalier en E5, ça me gêne vraiment énormément. Le constat avec cavalier prend D5, c'est un peu le même. Qu'est-ce que je vais faire avec mon cavalier? Il y a pas mal de choses en vérité. Mais une fois de plus, je l'autorise toujours à venir en E5. Et ça m'embête un peu. Donc après analyse, peut-être qu'il y a des choses comme Dame B6 qui viennent attaquer, qui sont peut-être un peu chiants. Je me dis qu'il y a Fou C3. Moi, ça me fait... Ouais, il y a quand même KF. Ça fait quand même peur. Ça fait quand même très très peur. Donc peut-être que KF prend D5 n'était pas mauvais. Mais
En fait, ce cavalier, je trouve qu'il fait un bon travail en F6. Après, vous me direz que peut-être je peux ramener le fou en F6, c'est bien, mais on y reviendra un peu plus tard sur cette idée. Je décide finalement, moi, de reprendre avec la dame. J'ai adoré ce coup. Pourquoi j'ai adoré ce coup? Parce que je pense qu'il s'y attendait pas forcément. C'est pas la première pièce à laquelle on pense. De 1, j'empêche cavalier E5 parce que directement, j'ai une pression indirecte sur D4. De 2, je lis mes 2 tours. Donc maintenant, je laisse à disposition la colonne D pour ma tour. Colonne très importante pour notamment attaquer le pion D4. Et de plus, j'offre une possibilité à ma dame de se réorienter, réorienter finalement, et de changer de voie professionnelle de sa dame de condition de reine. Je la fais passer à condition de DS finalement. Et donc elle passe peut-être par dame H5 pour venir un peu embêter mon adversaire et commencer peut-être à créer des options un petit peu agressives sur mon adversaire. Mon adversaire, il joue très correctement, il joue fou C3 pour venir blinder un peu D4. De toute manière, le fou D2, il fait pas grand-chose. J'ai toujours la pression autant, donc je suis plutôt content sur cette partie, je maîtrise bien. J'essaie vraiment de le pousser autant, de jouer des coups logiques, j'essaie de jouer au centre, de jouer positionnel, de jouer actif, de créer des menaces. Et du coup, directement, je décide de jouer dame H5. Parce que je vois très bien que son prochain coup, c'est cavalier E5. Donc une fois de plus, j'essaie de le gêner. Il joue dame E5. Alors, je regarde cavalier F4. Qu'est-ce que j'avais prévu sur cavalier F4? J'avais peut-être prévu dame prend, je sais plus trop ce que j'avais vu. Fou prend. Alors, je sais plus trop ce que j'avais prévu. C'était peut-être une des options que j'avais vues. Mais j'ai plus trop de souvenirs. C'était une option. En tout cas, il m'a joué un coup intéressant. Il me joue dame E5. Alors, ça m'a pas spécialement effrayé, dame E5. Je me suis dit, bon, échanger, ce serait une erreur. Je vois pas pourquoi j'échangerais. J'aurais plus mon pion isolé. Après, j'ai peut-être des cases fortes en D5, mais je me voyais pas prendre dans cette position. Et je me dis que si lui prend, finalement, moi j'ai cavalier prend et j'ai une super case en F4. La case de Kasparov, une case très agressive qui menace beaucoup de choses, notamment des sacrifices sur G2 et H3. Sur dame E5, je décide de jouer un autre coup logique. Je décide de jouer tour à D8, ramener ma tour vers le centre, mettre une pression sur le pion central D4. Il fait dame prend H5, je réponds par cavalier prend, il fait tour Fe1, il se place sur la colonne ouverte et directement cavalier F4, coup logique, avant qu'il ne m'empêche de le faire. J'attaque le fou directement, une menace, tout en activant mon fou. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que je peux commencer à menacer des fous D5 aussi, avec des pressions intéressantes sur le cavalier pour venir menacer un petit peu le pion G2 et le pion H3. Je m'explique, hein, sur fou C2 par exemple, on imagine une idée fou D5, et là on a des menaces de fou prend cavalier sur un coup lambda comme H3, A3 pardon. On peut faire cavalier prend H3, puis on prend... Oula, pardon. On peut faire cavalier prend H3, puis on prend fou prend cavalier. Vous voyez, c'est surcharge du pion, hein. Ou peut-être fou prend cavalier, puis on prend, et cavalier prend H3. Faut que je parle un peu plus lentement, je suis en train de partir dans les tours. Vous voyez, sur roi H1, roi H2, on a peut-être des fou H4. Attention au cavalier, mais sur roi F1, paf, fou H4, ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. Donc, c'est le plan de cavalier F4, qui est un fort coup, et j'ai toujours à disposition ma pièce D5. Il joue fou F1, il joue très bien, donc il vient blinder finalement sa position, ce qui n'empêche que sur fou D5, j'ai toujours des menaces de cavalier prend H3, puis on prend, et fou prend cavalier. Mais sur fou D5, malheureusement, je vois très vite qu'il y a cavalier E5, et cavalier E5, c'est juste embêtant. Je coupe la case pour ma tour, la colonne pour ma tour. Et pourquoi c'est aussi embêtant cavalier E5? Parce que ça coupe en fait ma future diagonale. Mon fou E7, il fait pas grand chose. Mon idée, moi, c'est de l'amener en F6. En fait, mon idée, c'est de mettre une pression sur D5. Je réfléchis pas mal, et après, fou F1, c'est peut-être un des moments de la partie où j'ai réfléchi le plus. Peut-être pas très longtemps non plus, parce que c'est un coup qui m'a semblé évident quand je l'ai vu. Je me dis, qu'est-ce que lui menace? Pas grand-chose, pour l'instant. Je me dis, qu'est-ce que moi je menace? Si je fais fou F6, effectivement, faut faire attention. Au cavalier E5, mon fou, du coup, il est moins bon. Je me dis, mais où est-ce qu'il serait excellent, mon fou? Sans gêner mes pièces et sans se faire gêner. Et là, je me dis, j'imagine un fou en B6. Je me dis, waouh, pas mal ça, un fou B6. Je me dis, comment est-ce que je peux y aller? Comment est-ce que je peux y aller? Je regarde fou D6. Mais est-ce qu'il peut déjà pousser D5, faire quelque chose qui m'embête? Je vois pas. Je me dis cavalier E5, bah, j'ai fou C7. Je vois une petite vente, on peut faire cavalier C4. On va la regarder tout de suite. Donc c'est ce que j'ai joué. Sur fou D6, j'ai bien vu qu'il n'avait pas trop compris mon coup. Il fait cavalier E5, qui paraît au premier abord assez fort. Je décide de jouer fou C7 assez vite, assez rapidement. Et joue cavalier D3. On va revenir sur ce coup. Je pense qu'ici, un des coups qui était en option, c'était cavalier C4. Qui était un petit peu chiant parce que ça contrôle la case B6. Moi, ce que j'avais prévu, c'était peut-être un coup comme B5. Mais le problème de B5, c'est qu'on affaiblit C6. Donc on ne règle pas vraiment nos soucis. On s'en crée peut-être de nouveau au contraire. Et je joue cavalier D3. Et là, je plisse un peu les yeux en mode...
Ça m'a pas l'air très bon, ça. Ça m'a pas l'air très très bon. Et je commence à analyser. Je commence à analyser. Est-ce que je reviens en D5? Est-ce que je prends le cavalier? En fait, au début, ça me paraît fort. Et après un petit peu de réflexion, je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas parce que j'ai mon fou qui arrive en B6. Et le pion D4, il est mal défendu. Je fais cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, fou B6. J'attaque le pion D4. J'observe tour E4, qui était une option, évidemment, que j'avais regardé. Et ce que je vois, c'est que sur des choses comme F5, c'est pas si évident. Il y a déjà des tours prend fou et fou F4, fou C4, pardon, qui créent donc des enfilades assez dangereuses. Et si j'essaie tout simplement de le retirer de cette diagonale, on a des tours prend 8 avec des découvertes qui font très très peur. Donc là, je vous dis, tour E4, c'était quand même un bon coup. J'aurais simplement doublé. A priori, on partait sur une partie qui était compliquée. Mais tour E4, ça me paraissait dangereux. De tête, en tout cas, je me voyais pas trop. C'était ce qui m'embêtait le plus, mais je n'étais pas sûr que mon adversaire le joue. Ça ne manque pas sur fou B6, mon adversaire, il joue tour au D1. Bon, tour au D1, on n'y croit pas trop parce que... Ah non, pardon, tour au D1. Parce que sur tour AD1, il y a le pion A2. Ça aurait été smart, finalement, tour AD1, s'il n'y avait pas eu ce problème du pion A2. Parce que sur fou prend, pion prend, déjà, il y a des fous H7. Et si on bouge le fou, il peut y avoir des tours prend, et puis ça retire la pression de D4. Il décide donc de jouer tour ED1 pour se retirer de cette pression et pour continuer, pour préserver cette pression, cette défense qu'il met sur A2. Là, sur fou prend D4, ça ne marche pas à cause de fou prend, tour prend. Je vous laisse un peu mettre sur pause si vous voulez chercher. Et fou H7 échec, découverte. Je ne peux pas prendre, mais pas grave. Je fais tour D7. Je me pose tranquillement, je me positionne sur cette colonne. Il joue A3 pour retirer cette fois-ci cette pression, et je joue tour ED8. Le constat est simple, le pion D4 est indéfendable. Il joue fou C2, il veut échanger un maximum les pièces. Fou prend D4, fou prend, tour prend, tour prend, tour prend. Il décide de jouer tour D1 pour venir échanger les pièces jusqu'au bout et rentrer dans une finale de fou avec un pion de moins. Tour prend, j'accepte, il fait fou prend. Et on se retrouve du coup dans cette position. J'ai un pion de plus en plus sur l'aile dame, donc c'est plutôt positif pour moi. Je sais que je suis mieux, évidemment. C'est certain. Maintenant, c'est à lui de voir s'il arrive à la défendre ou pas. Moi, ce que je me dis, c'est que je suis plutôt content de cette position. J'ai très peu de risques de la perdre, donc ça me rassure au niveau de mes puntos, évidemment. Ceux qui disent qu'on s'en fout des points, c'est les maîtres, hein, finalement, ils s'en foutent. Hein, ils sont déjà 2000, plus de 2000. Et là, de manière très logique, je joue roi F8, avec l'idée d'activer mon roi. Il fait de même, roi F1, roi E7 s'entame donc une course vers le centre, roi E2, A5. Pourquoi je joue A5? Je me dis, il va falloir que je crée une différence, il va falloir que je crée un pion passé. Dans tous les cas, si j'arrive à me créer un pion passé sur la dame, que j'arrive à l'échanger, il le récupère, moi j'aurai l'ascendant sur l'aile roi. Je pourrais aller récupérer les pions. C'est ce que je me dis, donc il faut que j'avance mes pions. Et de plus, l'idée peut-être, c'est voilà, de créer une brèche. Il joue roi D3, je joue roi D6, je fais bien attention à ne pas me faire bloquer. Et là, il fait une erreur, il joue roi D4 directement, et me permet tout simplement de jouer C5 à tempo. Le faux ici se contrôle à case C4. Donc je suis très content. Donc il est obligé de reculer, en C3 notamment, et je fais B5 directement. J'ai une superbe chaîne de pions, et je prends encore un peu plus l'avantage. Et là, mon adversaire, il réfléchit un petit peu, et joue B4. Là, par contre, je me rends directement compte que c'est une boulette. Pourquoi? Parce que C prend B4, A prend B4, il y a 4. Je me crée un pion passé. J'hésite très très peu sur ce coup. Et là, ce pion passé, il est très difficilement défendable pour mon adversaire. Donc là, je suis plutôt content. Plutôt content sur cette position. Il réfléchit un petit peu et je joue fou E2 pour venir défendre B5. Et je décide de jouer roi C6. Attention, s'il avait fait roi B2 tout de suite, j'en aurais profité pour faire fou C4 et définitivement bloquer ces structures. Ensuite, me balader avec mon roi jusqu'à créer l'erreur impardonnable pour l'adversaire. Et sur fou 2, attention à des fou C4. Pour l'instant, ça perd, hein, parce que le roi est dans le carré. Donc sur A3, il récupère le pion avec beaucoup d'aisance. Et le problème, c'est que je ne peux pas récupérer le pion B4. Et là, je vais même perdre la partie. Je décide de jouer roi C6 d'abord. Fou D7, ça me tenait pas plus à cœur que ça, parce que finalement, je rends passif mon fou. Et cette diagonale est trop importante pour l'abandonner. Il fait fou G4. Non, pardon. Il fait fou... il fait roi B2. Et là, par contre, je décide de jouer fou C4. Je pense qu'il aurait dû préserver la case C4, mais après, je comprends qu'il ait peur de A3, hein, tout simplement. Et là, cette fois-ci, s'il prend le fou, puis on prend. Là, par contre, dans cette position, c'est complètement perdant, parce que s'il fait roi C3, je pousse A3. Et finalement, il est plus dans le carré, en fait. S'il prend le pion, il est obligé. Et s'il recule, moi, je viens récupérer mon puntos. Et s'il fait ça, hop, on a juste à jouer tranquillement, on a juste à attendre. En l'occurrence, pousser à 2 serait peut-être une erreur, mais on resterait très très bien. Mais on va gagner. Parce qu'en fait, le roi n'est plus dans le carré. Ça, c'est une structure très importante
vous avez 2 pions à distance d'une case, pour le roi adverse, c'est impossible à rattraper. À partir du moment où il prend, on pousse. Et si jamais il recule, et qu'il vient ici, ben on a toujours la même structure. Et dès qu'il se rapproche d'un pion, on va pousser l'autre pion du côté inverse pour bloquer tout simplement les 2 cases du centre. Donc ça, c'est intéressant comme structure. Sur fou C4, il fait fou G4. Je décide de jouer cavalier roi D5. Et là, ça va aller assez vite, malheureusement pour lui. A3, on se crée donc le pion passé. Les 2 cases B2 et B3 sont prises par mes pièces. Il fait fou F3, roi E5. J'essaie de trouver des possibilités sympathiques. Roi B2, je m'avance un petit peu tranquillement. Je recule, je patauge un petit peu. Le temps de trouver une brèche. Et là, j'avance mes pions pour créer des trous, tout simplement. Je joue F5. Je décide de prendre. Cette fois-ci, j'ai la case F4 qui est disponible. J'attends un petit peu. Je décide de jouer F4 plutôt. Il fait F3. J'ai roi D4 pour soit venir en E3, soit venir en C3. Il fait fou F5 et du coup, ça me laisse aller chercher le pion en C3. À partir de là, c'est presque terminé. Mon adversaire, sa seule chance, c'est que je fasse un patte. Donc pourquoi pas. Après, je pense qu'il aurait pu abandonner, a priori. En plus, il y a le pion ici. Enfin, je suis pas spécialement naïf. Fou 4, en plus, il me restait bien 40 minutes à la pendule, peut-être un peu moins. À la fin, il me restait un peu moins quand même. Ça descendait assez vite. Parce que je voulais pas me gourer. Chez roi prend B4, évidemment. Pour ceux qui se posent la question d'un potentiel roi B2 pour bloquer, ça règle pas vraiment les soucis. Hein. Je pouvais faire fou D5 tout simplement, récupérer ce pion. Et là, c'était compliqué. Sur des choses comme fou D1, je peux faire roi E3, puis c'est compliqué. C'est compliqué, voire impossible à jouer. Le temps qu'il récupère, on va avoir celui-là qui va monter encore. Dans tous les cas, ça va gagner. Donc là, mon adversaire, il donne le dernier pion. Je recule, j'avance mon petit pion tranquillement. Fou D5, je propose l'échange. Et là, tout simplement, j'ai peut-être oublié un petit H5 pour créer une situation de patte. J'ai peut-être oublié dans la remise de partie, je pense qu'il a joué ça. Mais dans tous les cas, moi, je m'en fous parce que il peut patauger entre B2 et A3, B2 et A1. Il n'y a pas grand danger. À partir du moment où il prend B3, je peux pousser à promotion. J'ai juste à récupérer mes puntos, à pousser, c'est gagné. Donc, c'est une dernière ronde qui se finit par une victoire contre... On est allé analyser un peu la partie après. Et en fait, c'était bien ce que j'avais c'était ce que j'avais pensé. Il s'était préparé contre moi et en fait, c'était pas sa variante de prédilection, la variante E4, E6, C4. Il m'a dit qu'il regrettait pas mal. D'avoir fait ce choix. Et en fait, je le comprends tout à fait parce que j'ai fait cette erreur au tournoi à l'Open de Vendeuvre il y a 1 an. J'avais fait aussi cette erreur. J'avais joué un truc que je connaissais pas pour essayer de surprendre mon adversaire, mais la seule personne qui s'avait surprise, c'était moi. Et la malchance qu'il a eue, c'est tout simplement que je m'étais préparé 2 jours plus tôt contre un de ses potes, quoi. Donc, mistake sur ce point, et finalement, ensuite, il était un peu mal à l'aise. On va du coup regarder un peu le bilan, un peu mal à l'aise vis-à-vis de la position, qui n'était pas forcément très simple pour lui. On se retrouve du coup directement pour l'analyse, pour le bilan de la partie, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et nous revoici pour le bilan, donc à 85% de précision, ce qui est plutôt une bonne partie, hein. On n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Et pour ma part, j'ai joué à 92% de précision, donc une très bonne partie, je suis plutôt assez fier de la performance. On va regarder le début, donc fou B5, c'est un coup qui est théorique, KB D7 aussi. Dame 2, on n'aime pas trop Dame 2. Fou 7, ok. Petit roc. Alors ici, le meilleur coup, évidemment, c'était D6, hein, bien sûr. C'était vraiment la meilleure option pour recréer du coup cette structure équivalente et tomber dans une position à peu près égale. Donc fou 7, à partir de là, je suis plutôt pas mal. Il y a assez peu d'erreurs de ma part, hein, de la part de mon adversaire aussi, mais ce qui n'empêche qu'on a toujours le pion isolé sur lequel on peut vraiment créer du jeu. Il joue fou C3, je fais Dame H5, c'était plutôt bien joué, donc Dame prend D5, il a vraiment apprécié. Donc il me dit que c'est un coup correct, il me dit que c'est bon, mais à l'ordinateur, il préfère Dame prend D5, donc c'est assez paradoxal. Je fais Dame H5, je crée un clouage, Dame E5, tour à D8, ce qui reste un coup très correct. Et à partir de là, je crois que j'ai plus fait un seul mauvais coup. Et même mes coups qui étaient entre guillemets mauvais n'étaient pas mauvais, hein. C'est des coups qui pourraient être à peine optimisés. Et je n'ai fait que les meilleurs coups à partir d'ici. Alors son erreur du coup, ici, ce qu'il aurait dû faire, c'est tour E1, c'est vraiment l'erreur qu'il met dans la sauce. Le meilleur coup, c'était vraiment tour E4, qui tenait la baraque. Et par exemple, si je fais tour D7, on a des fous C4 qui profitent du clouage, de la tour en l'air. Donc on doit passer par tour D6. Et là, cette fois-ci, sur tour D1, tour D8, bah, finalement, ce qu'on observe, c'est qu'on arrive à blinder le pion. Pas si simplement, on arrive à le blinder. Et si je fais des rois F8, s'il fait par exemple B3, alors il dit B3 pour défendre à 2, hein.
Alors pourquoi je peux pas prendre le pion? Ah oui, parce que ma tour est louée. Donc du coup, ça lui permet tout simplement de faire maintenant B3. Maintenant, si je prends le pion, ça ne marche pas. Tour prend D4, tour prend, fou prend, tour prend, on a fou H7 toujours. Et là, évidemment, si je fais, par exemple, roi H8 pour me retirer de l'échec, lui joue fou C4, tranquillement. Et la position se joue. C5, D5, bon, c'est compliqué à regarder. Fou prend D5, tour prend D5. Tour prend, fou prend, tour prend. Et on se retrouve dans une position à peu près égale. On a un pion de plus quand même. Mais on perd le pion B7 apparemment. Bon, fallait aller aussi loin, hein, c'était pas évident. Je pense que ni lui ni moi n'en avons le niveau, donc lui il s'est trompé. Après, je peux comprendre que le tour 4 faisait peur, hein, bien sûr. Donc, mesdames, messieurs, après ça, c'était un chemin sans retour pour mon adversaire, aucune chance de gagner. Re 4 n'était pas non plus très très bon. Et à partir de là, c'était compliqué. Je vous ai pas mis l'analyse, je suis désolé, le bilan. Non, c'était pas ça que je voulais. C'était juste ça. Non, c'est pas ça. Ah bah c'est... Ah mais mince. Je viens de me rendre compte que j'avais pas la bonne scène depuis le début. Ok, my bad, my bad, my bad. Bah écoutez, désolé pour ça. Désolé pour ça. Petite mistake, my bad. Donc pour ceux qui l'auront vu, désolé pour ça. Donc, on finit le tournoi avec 4 points et demi sur 9. On accroche la moitié des points. Ça nous fait plus 25 points sur cette Open. Donc je suis plutôt très content. On a sauvé le tournoi, ça me fait plus 25 points. À l'heure où je vous parle, je suis déjà passé de 1816 à 1841. Donc franchement, ça régale. Avec la réforme de mars, on devrait toucher les 1900. Bien joué à mon adversaire, c'était une bonne partie. Là, pour le coup, il a peut-être joué un peu lentement, il s'est peut-être mis un peu dans... Il s'est mis dans la galère, tout simplement. Et écoutez, pas grand-chose à dire de plus. J'espère que vous avez apprécié donc cette petite vidéo. On se retrouve bientôt avec une prochaine série de vidéos d'un tournoi de Blitz que j'ai fait, un tournoi de rapide que j'ai fait donc avant-hier, donc dimanche. C'était trop génial, j'ai hâte de vous analyser les parties. J'ai filmé les parties en direct, donc vous allez voir le petit format, ce sera plutôt sympathique. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite analyse à mes côtés. Merci pour le soutien, on a gagné des motos sans fin dans ce Road to 2000 feed, donc ça régale. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et c'est tout. Ciao, 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 bye bye, ciao, ciao, ciao.